Bonjour à tous, alors ce tuto pour la suite du cours d'arithmétique, où on va commencer à justement attaquer un petit peu la division euclidienne, qui est en fait un intermédiaire, on verra, pour en arriver au grand 3 surtout. Euh, non pas que la division euclidienne soit pas importante, au contraire, elle est à la base du grand 3, mais le grand 3 après permettra d'avoir une écriture plus efficace et donc des applications peut-être encore plus riches. Voilà. Mais il faut déjà comprendre le grand 2 et acquérir tout ça. Donc, on va parler là de division euclidienne. Alors, pour une majorité d'entre vous, on a déjà fait une bonne partie du grand 2. Mais tant que j'y suis, je vais reprendre, comme ça servira à tout le monde. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, bien évidemment, je vous engage à avancer la vidéo jusqu'au point qui vous intéresse. Voilà. Donc, alors oui, il s'agit donc de division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va reprendre vraiment les bases finalement de la division telle qu'elle est déjà vue dans les petites classes. Voilà, on commence, si je me souviens bien, en CM1, et ensuite CM2, puis c'est repris au collège. Vous allez même, vous voyez même aussi la division avec les décimaux. Bon là, nous, il s'agit d'une division euclidienne, on est dans les entiers. En revanche, on aura un cas qui n'était pas vu dans les classes précédentes, c'est le cas des entiers relatifs, plus particulièrement négatifs. Voilà. Donc on apprendra aussi comment on écrit la division euclidienne avec un dividende, par exemple, qui serait négatif. Donc avant d'en arriver là, déjà, on va revoir un petit peu l'écriture de la division telle que vous la connaissez, puis on va en arriver à une écriture qu'on appelle linéaire, donc en ligne de la division. Et justement, après, on verra que finalement, quand on l'écrit comme ça, elle peut aussi s'appliquer à des négatifs. Alors que la division posée, telle qu'elle est vue dans les classes précédentes, essentiellement, va être difficile à transcrire avec des nombres négatifs. Voilà. Alors, donc justement, dans le premier exemple, on propose de poser, hein, comme on faisait avant, donc, la division de 925 par 13. Donc ça, jusque-là, je vais quand même changer de couleur. Voilà, par exemple ça. Donc ça, jusque-là, ça doit vous rappeler des souvenirs. Pour effectuer une telle opération, normalement, donc on prend les 92, on se demande combien il y a de fois 13 dans 92. Il y en a 7 fois. On fait nos 7 fois 13 qui font 91. 92 moins 91, il reste 1. Ensuite, on descend, comme on dit, le 5. Dans 15, il n'y a qu'une fois 13, donc on met 1. Et il reste 2. Voilà. Et donc, je sais que vous avez appris aussi à aller plus loin pour avoir le résultat décimal. Mais là, justement, nous, on s'intéresse vraiment justement à l'arithmétique. C'est vraiment la manipulation des nombres entiers. Donc, on en reste là, c'est-à-dire avec un reste, qui est donc 2 ici. Et on verra en quoi il est important, justement, ce reste. Et on verra même qu'il a une place de choix. Voilà. Alors, déjà, avant tout ça, on va reposer correctement le vocabulaire. Donc, qui est le diviseur, qui est le dividende, etc. Alors, le reste, bon, on vient de le dire. Donc, lui, on peut déjà écrire que c'est le reste. Ensuite, normalement, vous avez tous en tête que ça, c'est le quotient. Et parfois, vous pouvez peut-être vous mélanger entre le dividende et le diviseur. Alors, le diviseur, c'est celui qui fait l'action, celui qui divise, hein. Donc, c'est celui par lequel on divise. Ce qui veut dire que c'est donc 13 ici. Voilà. Et du coup, il reste dividende pour 925. Donc, le dividende, c'est celui qu'on divise. Pardon. Voilà. Donc, je rappelle aussi que quand on fait une division, c'est qu'en fait, on fait un partage. On essaie de partager 925 en morceaux, entre guillemets, de 13. Et justement, on voit combien il en entre. Donc ça, c'est le quotient. Et on voit combien il en reste à l'issue de ce partage. Et ça, c'est le reste. Voilà. Donc, cette division posée, elle s'écrit aussi autrement. Normalement, ça a déjà été vu, ça aussi, hein, dans les petites classes, mais c'est moins utilisé que ce qu'on utilisera cette année, puisqu'on utilisera essentiellement que ça. Nous, la division posée, on l'utilisera très peu. Justement, parce que déjà, elle ne concerne pas tous les cas. Et puis, en fait, on va arriver à se détacher de ça pour arriver à une écriture, ce que je disais en introduction, hein, une écriture qui va permettre des applications plus riches, donc une écriture un peu plus efficace. Donc nous, on écrira surtout la division euclidienne en ligne. Alors qu'est-ce qu'on appelle en ligne? C'est justement de dire, bon bah ok, 925, donc le tout, ce que j'avais au départ, mon dividende. Je peux le partager en 71 morceaux de 13, donc c'est 71 fois 13, mais il reste quand même 2, voilà, donc plus 2. Donc ça, justement, c'est ce qu'on va appeler l'écriture en ligne de la division euclidienne.
Et cette écriture, on peut très bien l'imaginer aussi avec un dividende négatif. Voilà. On pourrait même imaginer un dividende et un diviseur tous les deux négatifs. Enfin, tout va devenir possible. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir du coup la division euclidienne pour un dividende qui peut être positif ou négatif. Un diviseur, en revanche, positif. Parce que, en fait, après, ça va couvrir tous les cas. Parce qu'imaginons que je veuille diviser 30 par j'en sais rien moi, moins 7. Même si c'est le diviseur qui est négatif, bah, je peux dire, ok, bah, ça revient au même que de faire moins 30 divisé par 7. Et donc, je vais me ramener finalement à un cas qui sera dans la propriété. Donc, ça ne pose pas problème de restreindre ça dans la propriété, puisqu'après, on pourra transposer sans trop de problèmes. De la même manière, si je fais moins 30 divisé par moins 7, je pourrais dire, bon, bah, ok, ça va revenir au même que 30 divisé par 7. Et après, je m'arrange. En fait, j'écris d'abord la division pour 30 et 7, et puis après, je m'arrange pour faire apparaître le moins 30 et le moins 7. Enfin, voilà, tout est transposable après. Alors, donc justement, cette propriété, bah, en gros, on va écrire la division euclidienne en ligne de façon formelle, donc avec des lettres, hein, et des conditions, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un des éléments qui a une condition là. Et ensuite, on écrira simplement de nouveau le vocabulaire, c'est tout. Donc, c'est pas une propriété si compliquée que ça. Alors oui, je parlais d'une condition. Effectivement, si je regarde le reste, ça vous le savez tous hein, en général, qui est là donc, lui, il a une condition. Déjà, le quotient aussi, hein, puisque il va avoir du mal à être plus grand que le dividende, le quotient. Mais ça encore, bon. Mais surtout le reste, lui, il ne peut pas être plus grand que le diviseur. Voilà. Puisque s'il rentre encore une fois 13, dans ce cas-là, je vais rajouter 1 au quotient et je vais encore me retrouver donc, avec un reste plus petit. Donc tant que le reste est plus grand que 13, c'est que je peux continuer ma division. Donc je ne vais appeler reste que un nombre qui sera en dessous de 13 et positif. Et ça va avoir un rôle important parce que justement quand on va manipuler aussi des négatifs, il faudra faire attention à ne pas avoir un reste négatif. Un reste, par définition, c'est quelque chose qui reste. Donc c'est quelque chose en plus. Donc c'est quelque chose qui est positif. On ne peut pas avoir un reste négatif. Donc ça va apparaître clairement justement dans la proposition qu'on va donner. La propriété qu'on va écrire. Alors donc, il existe un couple. Donc on y va. Alors, il existe un couple. Donc justement, on va mettre unique aussi parce que c'est important. Il n'y a pas plusieurs façons d'écrire une division euclidienne. Justement, avec la condition qu'on met sur le reste, il n'y en a qu'une possible. Donc il existe un unique couple d'entiers relatifs, puisque j'ai pris justement A qui était relatif, QR, tel que, je vais l'écrire là, A égale, donc A justement c'est le dividende, je vais faire A divisé par B. Hein. Donc B fois le quotient, plus le reste. C'est-à-dire qu'en fait, je fais A divisé par B, et je trouve un reste ici, un quotient ici. Donc j'ai bien A égale B fois Q plus R. Et justement, on va bien préciser à côté, et ça, encore une fois, c'est important. On va le voir déjà dans les premiers exemples, que ça peut induire justement des points importants dans les exercices. Alors, attendez, parce que j'ai écrit, je parle en même temps. Voilà, inférieur strictement à B. Alors, mettez bien strictement, parce que justement, si R vaut B, ça veut dire que je peux rentrer encore une fois B dans le quotient, et j'aurai en fait un reste nul. Donc, c'est important. Voilà. Alors ça, je vais l'encadrer. Unique, je vais le souligner aussi. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est le plus crucial parce que c'est celui, peut-être vous saviez, je ne sais pas, enfin vous l'avez peut-être jamais vraiment formalisé comme ça. Et c'est celui qui va revenir souvent. Ensuite, c'est plus du vocabulaire ce qui nous reste. Donc du coup, ce qu'on appelle effectuer la division euclidienne de A par B. De A par B, c'est justement déterminer ces nombres Q et R. Non, ça n'était pas ma propriété, j'ai rajouté pour illustrer ce que je disais. C'est déterminer donc les nombres Q et R.
Voilà, donc ça c'est pour le vocabulaire. Et enfin, encore du vocabulaire qu'on a déjà vu pour le coup. Donc A, je vais remonter la feuille, A est le dividende dans cette division euclidienne. Hein. A est le dividende, B est le diviseur, Q est le quotient et R est le reste. Voilà. Et je vais noter là dans un coin quand même le petit schéma de la division, si ça vous aide quand on la pose. Voilà. Donc, voilà finalement ce qu'il y a à savoir sur la division euclidienne. Bon, enfin, ce qu'il y a à savoir, on est aux prémices, hein, puisqu'on en reparlera encore dans la partie 2, voire même plus loin. Mais en tout cas, pour cette partie-là, pour l'application qu'on a besoin d'en faire dans le grand 3, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir justement déjà, sans avoir les notations du grand 3, ce qu'on peut vous demander. Bon, évidemment, on peut vous demander d'effectuer des divisions euclidiennes, hein, de les écrire. Donc, justement, c'est le cas de l'exemple 1, où on vous demande le reste. Mais bon, par le reste, il faut que vous écriviez la division euclidienne. Donc, ça revient à faire la division euclidienne. Alors, de 1366 par 12. Alors là, donc soit vous arrivez à le faire de tête, hein, soit on peut encore poser l'opération, puisqu'on n'a que des nombres positifs. Et on verra que, bon, pour les nombres négatifs, on pourrait hein, d'ailleurs s'arranger pour poser quand même une opération. Donc si on pose opération, ça ne vous fait pas de mal, hein, ça vous permet de revoir un peu les divisions à la main. Donc une fois 12, ça fait 12, il reste 1. Ensuite, j'ai 16, dans 16, il y a une fois 12 encore, il reste 4. Et après, dans 46, j'ai 3 fois 12, oui c'est ça, ça fait 36, après il n'y en a plus assez. Donc 36, donc il reste 10. Et effectivement, 10 étant inférieur à 12, et là je ne peux plus rien descendre, j'ai terminé ma division euclidienne. Donc je me retrouve avec un reste de 10. Et si j'écris la division telle qu'on veut l'écrire, donc maintenant cette année, ce sera donc 1366 égale 113 fois 12 plus 10. Donc le reste est ici. Ensuite, donc justement intéressant, on me demande avec un négatif. Alors, donc, il faut se méfier de ces exemples-là, enfin de ces cas-là, parce que ça a l'air facile, et puis parfois vous vous plantez justement à cause de ce fameux reste qui doit être positif. Parce que, en général, vous êtes tenté de me dire, dans moins 76, je rentre 7 fois 10. Donc vous êtes tenté de me dire, je fais, donc là c'était, oui, je fais moins 7 fois 10, et après, pour faire moins 76, je fais moins 6. Voilà. Donc effectivement, bon, moins 7 fois 10 plus moins 6, ça fait bien moins 76. Le problème, c'est que moins 6 ne peut pas être un reste, puisque c'est négatif. Donc on va être obligé d'aller chercher en fait un quotient de moins, oui, je veux le dire comme ça, parce que là c'est moins 7, donc il faudrait prendre moins 8, pour pouvoir avoir après un reste positif. Parce qu'effectivement, à la place de ça, si là je mets moins 8 fois 10, ça fait moins 80. Et là, cette fois, oui, pour retrouver moins 76, je dois mettre plus 4. Là, ça marche. Voilà, là j'ai bien un reste positif qui est inférieur strictement à 10. Donc c'est bien un reste. Donc c'est bien ça la division euclidienne. Donc le reste, il est de 4. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que justement, là, si je pose opération, alors évidemment, je ne peux pas poser moins 76 divisé par 10, c'est bien le problème, donc je peux poser 76 divisé par 10. Justement, qu'est-ce qui va se passer? J'en rentre 7, il reste 6. Donc, c'est très trompeur. Vous ne pouvez même pas vraiment le transcrire dans les positifs. C'est très trompeur parce que justement, c'est ce problème. Alors après, quand les deux sont négatifs, c'est différent. Bon, on pourra faire des exemples. Hein. Là, on va arriver plus facilement à le transcrire. Mais c'est tout. Voilà. Après, quand on a un négatif, un positif, poser l'opération, ça peut aider par un ordre d'idées, mais après, il faut quand même s'arranger pour que le reste soit bien entre 0 et le diviseur moins 1, en gros. Voilà, faut qu'il soit inférieur strictement au diviseur. Bref, donc le reste, il est de 4. Voilà, donc ça, évidemment, on va avoir des exercices comme ça, hein, qui sont finalement assez classiques, mais qui permettent de voir justement si l'écriture de la division euclidienne est comprise ou pas. Et après, on va avoir des exercices légèrement moins classiques, mais surtout un peu plus longs. Et vous allez voir que ça reste quand même faisable, même si au début, ça peut être un peu déstabilisant.
C'est-à-dire que là, on a vu déjà des exemples comme ça avec des n, hein, avec les diviseurs et les multiples. Là, on retrouve un petit peu cette problématique, sauf qu'on vous parle du reste de la division euclidienne de 7n plus 16 par 2n plus 3, avec n un nombre entier naturel, là, on vous a pris. C'est pas une obligation d'ailleurs. Là, en tout cas, il est choisi naturel. Ça fera moins de cas. Et là, c'est pas simple parce que justement, vous avez des n partout, donc vous connaissez pas les nombres et on vous demande le reste. Les restes possibles en tout cas. Il n'y en a pas forcément qu'un. Il va falloir donner, s'il y a plusieurs restes possibles, il faudra donner les cas correspondants. Il faudra être capable, en tout cas à la fin de l'exercice, de dire bon ben voilà, si n vaut tant, le reste c'est tant. Voilà. Et c'est pas si simple que ça. Alors comment on va procéder? Justement, pour connaître le reste, c'est ce qu'on a fait dans l'exemple 1, on a besoin de l'écriture de la division euclidienne. Là aussi, on va essayer d'écrire la division euclidienne. Alors, on n'a pas peur des n, on va s'en sortir quand même. C'est pas un vrai problème en réalité. Il faut juste bien avoir une stratégie logique et après, normalement, on s'en sort. Donc, justement, je veux diviser 7n plus 16 par 2n plus 3. Donc, première question que je me pose, comme d'habitude en fait, combien je peux rentrer de 2n plus 3 dans 7n plus 16? Vous ne savez pas trop en réalité, parce que ça dépend de n. Mais vous pouvez regarder au moins les termes en n. Voilà, vous voyez quand même assez vite que dans cette n, je peux rentrer 3 fois 2n. Parce que si vous en mettez 4, le souci c'est que direct, on va se retrouver avec un reste qui va sûrement apparaître comme quelque chose de négatif. Donc il faut quand même garder cette logique du combien je peux en rentrer dans le dividende. Donc, il semblerait que ce soit 3, le quotient. Alors justement, on se lance là-dedans. Donc, 7n plus 16. Ah oui, et si on prend moins, si on prend que 2, on voit bien que dans le reste, il va y avoir encore une possibilité de rentrer des 2n plus 3. Hein, donc, voilà. Du coup, normalement, en raisonnant comme ça, ne pas avoir de mauvaises surprises. Prenez tout ce qui peut rentrer. Donc, j'en prends 3. Donc, ça me fait, en fait, 6n plus 9. Et là, il faut que vous rétablissiez l'égalité. Donc, il faut quand même arriver à 7n plus 16. Donc, comme j'avais déjà 6n plus 9, je rajoute un n. Et j'avais déjà plus 9 et je veux plus 16, donc je vais mettre plus 7. Voilà. Donc, il semblerait que le reste, ce soit n plus 7. Je dis il semblerait parce que n plus 7, il faut quand même, pour que ce soit bien un reste, il faut quand même qu'il soit supérieur à 0. Bon, ça ne va pas être un gros souci puisque là, on a pris n naturel. Hein, donc, si je rajoute 7, bon, a priori, ça reste positif. Mais surtout, il va falloir qu'il soit inférieur à 2n plus 3, strictement. Voilà, donc il va y avoir quand même des conditions, et heureusement, parce que vous allez voir qu'en fait, grâce à cette condition sur le reste, on va réduire une grosse partie, enfin une majorité d'ailleurs des cas, et il ne restera pas grand-chose à faire à la fin. Donc, ce qu'on dit quand on arrive là, c'est n plus 7 et donc le reste, si et seulement si, SSI, donc si et seulement si, n plus 7 se trouve bien, puisque c'est la propriété qu'on a donnée, hein, se trouve bien entre 0 et le diviseur, strictement, c'est-à-dire 2n plus 3. Et cette petite inéquation-là, qui n'est pas très difficile, hein, elle va nous donner justement les conditions sur n, pour que déjà n plus 7 soit le reste d'office. On va voir qu'en fait, dans la majorité des cas, ça marche, c'est n plus 7. Et il restera quelques cas étudiés à part. Alors justement, si je résous ça, donc moi je voudrais avoir en fait des conditions sur n. Alors juste je réfléchis, on ne va pas pouvoir avoir n au milieu, c'est pas grave. Donc ce côté-là, qu'est-ce qu'il nous apprend? Pas grand-chose, hein, parce qu'il nous apprend que n doit être supérieur ou égal à moins 7. Bon, on le sait déjà, puisque n est naturel, donc ça, c'est pas très utile. Mais bon, voilà. Et ce côté-là, un peu plus intéressant, il nous apprend, alors si je mets tous les n, je vais les mettre tous à droite, donc ça veut dire que je fais moins n, et je mets tous les nombres à gauche, donc je fais moins 3. Donc je récupère que n doit être supérieur strictement à 4. Voilà. Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si n est strictement supérieur à 4, alors je connais déjà le reste. Je sais que le reste, c'est n plus 7. Dans ce cas-là, ça marche. Et pour les n inférieurs ou égaux à 4, et bien là, il va falloir le faire à la main. Donc c'est pas énorme, hein, il y a 5 cas, 0, 1, 2, 3 et 4, puisqu'on a restreint les n au positif. Mais cela, il va falloir les faire à la main, puisque la formule, entre guillemets, qu'on a trouvée, le n plus 7, ne fonctionne qu'à partir de n égale 5, du coup n strictement supérieur à 4.
Mais bon, on a quand même réglé la majorité des cas. On a quand même, pour une infinité de cas, on a la réponse. Donc là, déjà, première étape, on dit pour n supérieur ou égal à 5, donc, le reste est n plus 7. Voilà. Donc c'est quand même la majorité des cas. Et ensuite, pour les autres cas, eh ben, on va le faire à la main. Et on sait le faire puisque, heureusement, ce sont des cas avec des nombres assez petits. Alors, justement, je vais peut-être faire un tableau, ce sera plus simple. Sauf que j'ai plus la place. Oui, je vais faire des colonnes. Alors, si n vaut 0, 1, 2, 3 ou 4, ouais, en même temps, j'ai envie de vous écrire les divisions euclidiennes, donc non. Je vais pas faire le tableau, peut-être on le fera dans les exercices pour avoir une écriture plus synthétique, mais là, j'aimerais bien qu'on voit quand même ce qui se passe à chaque fois. Alors, c'est pas grave, je vais faire pour chaque cas. Donc, pour n égale à 0. Donc, pour n égale à 0, finalement, mon a, ça va être 7 fois 0 plus 16. Donc, je vais vous l'écrire comme ça. Donc, 7 fois 0 plus 16. Donc, le dividende, c'est 16. Et le diviseur, ça va être 2 fois 0 plus 3. Donc, ça va être 3. Or, 16, donc là, on peut écrire la division euclidienne de 16 par 3. C'est 3 fois 5 plus 1. On est d'accord que dans 16, il rentre 5 fois 3, il reste 1. Donc, le reste, il vaut 1. Reste égale 1. Voilà, donc si n égale à 0, le reste vaut 1. Je pense que vous avez compris l'idée. Je ne vais pas écrire autant à chaque fois, sinon je ne vais pas avoir la place. Je vais faire là. Mais bon, c'est la même idée. Ensuite, donc pour n égale 1, le a, il vaut 23 et le b, il vaut 5. Donc, combien j'ai de fois 5 dans 23 ? 4. Donc, 5 fois 4 plus 3. Donc, le reste égale 3. Voilà. Ensuite, pour n égale 2, j'ai 30 et 7. Donc, 30, combien de fois 7 ? Eh bien, 4 plus 2. Donc, le reste vaut 2. Donc, vous voyez, vraiment, après, c'est du calcul, je dirais, basique. Hein. C'est juste qu'il faut passer en revue tous les cas. Mais on a quand même éliminé la majorité avant, hein, heureusement. Donc, ensuite, si n égale 3, j'ai 37 et 9. Et il y a 9 fois 4, puisque ça fait 36, plus 1. Donc, le reste vaut 1, comme dans le cas de n égale à 0. Et enfin, pour n égale 4, j'ai 44 et 4. Donc là, bon, voilà, c'est facile, hein, c'est 11 fois 4 plus 0. Donc le reste égale à 0. Voilà. Et on pensera à noter ça dans un tableau hein, une prochaine fois, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une synthèse quand même des résultats un petit peu plus faciles à lire. Mais là, je voulais quand même qu'on voit à chaque fois d'où ça vient. Voilà, on reste. Que ça ne soit pas comme ça à l'oral, en l'air, parce que c'est pas forcément facile à voir. Donc, voilà, donc ça c'est un autre exercice qu'on peut vous demander. Et c'est vrai qu'à l'issue de cet exercice, là maintenant si je dis, par exemple, alors si n vaut 100, quel est le reste ? Bon, n vaut 100, c'est plus grand que 5, donc c'est n plus 7, le reste c'est 107. Vous voyez, on est capable de donner. Si n vaut 2, n vaut 2, c'est dans mes cas particuliers, le reste vaut 2. Si n vaut 1000, 1007, bon, etc. Voilà, à l'issue de l'exercice, je suis vraiment en capacité de donner le reste de la division euclidienne pour n'importe quelle valeur de n. C'est ça qu'on attend de vous. Donc ça, vous verrez que justement dans la fiche d'exercice, on va en faire aussi quelques-uns. Alors après, donc une dernière petite propriété. On en a déjà discuté aussi, on a déjà parlé justement de disjonction de cas, c'est-à-dire que quand par exemple je dois démontrer quelque chose, il se peut que je le fasse justement en faisant une disjonction de cas. Alors ça va souvent passer par... en réalité, on utilise souvent l'histoire de la division euclidienne derrière, alors je m'explique. Par exemple, quand on fait pair et impair, on en a vu des exemples comme ça, où on a besoin de démontrer dans le cas où n est pair, dans le cas où n est impair, je vais dire je l'écris 2k ou 2k plus 1. Effectivement, ça c'est le b fois q plus r, b il vaut 2, c'est le diviseur, q c'est mon quotient, et après j'ai soit un reste de 0, c'est quand le nombre est pair, soit un reste de 1, c'est quand le nombre est impair. Et je ne peux pas avoir un reste au-delà de ça puisque le diviseur vaut 2. Donc 2k, 2k plus 1, c'est en fait toutes les écritures possibles dans la division euclidienne par 2. Je pourrais faire une disjonction des cas avec des multiples de 3. Donc si je regarde par rapport à la division par 3, un nombre il s'écrit soit 3 fois k, puisque c'est un multiple de 3, soit 3 fois k avec un reste de 1, donc c'est le suivant d'un multiple de 3, soit 3 fois k avec un reste de 2, c'est encore le suivant.
Et après, à partir du encore suivant, je retrouve un multiple de 3. Donc, je vais me retrouver dans 3K. Donc, finalement, 3K, 3K plus 1, 3K plus 2, ce sont toutes les écritures possibles de la division euclidienne par 3. Et ça peut nous servir justement dans les démonstrations si on a besoin de disjoindre les cas, où on pourra dire, ok, je fais 3K, et donc voilà. Soit mon n est un multiple de 3, soit c'est un multiple de 3 plus 1, soit c'est un multiple de 3 plus 2, etc. Vous avez bien compris que je ne vais pas vous l'expliquer pour toutes les valeurs des entiers, mais ça marche évidemment avec n'importe quel b, donc n'importe quel diviseur qui soit positif par contre, pour qu'on puisse avoir justement cette écriture. Donc justement, propriété, c'est à peu près ce qu'on va dire. Si je considère un diviseur b, qui est donc un entier naturel, alors je le prends supérieur ou égal à 2, 1, ça n'aurait pas un grand intérêt, donc voilà, ça sert à rien, tant qu'à faire, au moins on aura une écriture qui est adaptée. Donc à partir de 2, justement, si je prends n'importe quel nombre, quand je le divise par b, il va avoir une écriture unique, c'est justement l'écriture de la division euclidienne, qui va être bq plus r. Et comme ce r, il varie entre 0 et b-1, du coup, on est capable de dire que son écriture, ce sera soit b fois q, si le reste vaut 0, soit b fois q plus 1, si le reste vaut 1, soit b fois q plus 2, si le reste vaut 2, à condition qu'on ait un b supérieur à strictement d'ailleurs à 2, sinon on ne pourrait pas avoir un reste de 2, mais bon, on adapte en fonction du cas. Et donc le tout dernier, ce sera b fois q plus, donc le reste le plus grand possible, c'est b moins 1. Voilà. Au-delà, on aura un reste trop grand. Donc on sait que les écritures sont parmi celles-là. Ce qui veut dire que j'ai b écritures possibles d'un nombre dans la division euclidienne par b. Puisqu'il y a celle avec 0, 1, 2 et jusqu'à b-1. Si vous comptez entre 0 et b-1, il y a exactement b nombres. Par exemple, si mon diviseur c'est 11, entre 0 et 10, il y a bien 11 nombres. Puisque j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je compte aussi 0 en fait. C'est ça qui fait que j'ai bien b nombre et pas b-1. Donc on a b possibilités quand on divise par b en termes d'écriture en division euclidienne. Voilà. Donc c'est pour ça que quand tout à l'heure on prenait pair impair, on avait 2 possibilités. Quand on considère la division par 3, on a 3 possibilités, etc. Voilà, donc ça c'est une petite, une propriété qui a l'air de rien comme ça, mais qui en fait a de l'importance après dans les applications. C'est pour ça que je me suis permise d'expliquer quand même de façon assez détaillée. Voilà, et donc après on en viendra justement au grand 3, normalement on le fera ensemble, cette partie-là. Les congruences, c'est un grand mot qui peut faire peur parce que vous ne connaissez pas encore, mais qui va être basé justement sur cette... sur tout le grand 2 en fait, mais aussi sur la dernière propriété dont on vient de parler. Voilà, on verra qu'on peut avoir une écriture un petit peu différente de ces divisions euclidiennes. On perdra peut-être l'unicité de l'écriture, mais elle sera beaucoup plus facile à manipuler, surtout dans les opérations calculatoires. Voilà. On verra ça. C'est le programme de la prochaine étape. En tout cas, merci de votre écoute. J'espère que c'était suffisamment clair et je vous dis à bientôt.